Bonjour à tous, bienvenue dans cette pastille Castéropode dédiée au comparatif des deux films X-Men Apocalypse et Captain America avec Quentin Pignon. Bonjour Quentin. Oui, bonsoir Théo. Non, mais Je joue pas dans le film. Ah oui, non, c'est vrai, oui, non, vous êtes sur le plateau. Laurent Dubessé. Oui, c'est moi, bonjour. Bonjour Laurent. Et il y a aussi Loïc Adrien. Bonjour Loïc. Comment allez-vous ? Merci, ça va, merci beaucoup. Vous nous regardez donc en vidéo VR 360 sur YouTube. N'hésitez pas à partager, évidemment, ça fait toujours du bien. Ces deux films, donc, ce soir, que nous allons mettre côte à côte. X-Men Apocalypse de Bryan Singer et Captain America Civil War de Anthony Russo et Joe Russo. Son frère. À Daniel Rousseau, c'est ça, l'acteur français. Vous pensiez à lui ? Non, je pensais à l'actrice Renée Russo qu'on a vue dans oui. L'Arme Fatale 3. Enfin, bon, C'était une émission d'humour, donc. Posez-nous des questions dans les commentaires, on vous expliquera pourquoi c'est pas drôle du tout. Avant de commencer ce comparatif, sachant que je n'aurai pas grand-chose à dire sur ces deux films, une petite information qui concerne... Oui, merci, c'était Benoît Alman, c'est ça ? Exactement. Vous allez voir que nous sommes des grands fanatiques de voix, notamment de voix françaises. Cette information concerne les adorateurs de la série animée Archer, qui donc aurait pour projet, on est dans le stade du projet bien sûr, aurait pour projet d'être adapté au cinéma. Et le comédien qui serait attendu, le plus attendu en tout cas par les fans, serait l'acteur que l'on connaît tous, John Hamm. Ah bah il pourrait bien le faire, John. Il pourrait bien le faire, oui. Jean Jambon. Jean Jambon. Vous avez reçu un texto. Ah oui, j'ai laissé mon téléphone avec, excusez-moi. Ce n'est pas grave. Oui, donc John Hamm, que l'on connaît pour jouer le rôle de Don Draper dans la série Mad Men, qui effectivement pourrait bien s'inviter dans le rôle de Archer. Il est un peu vieux, le personnage, alors. Non, oui, il n'est pas alors, si jeune que ça. effectivement. Il a la cinquantaine, John Hamm, j'ai l'impression. C'est vrai, pas ce que loin, vous dites. ouais. C'est vrai ce que vous dites. Il est plus vieux que le personnage qui, lui, a plutôt dans les 35 ans. Ouais. En tout cas, voilà. L'info amusante, c'est que les fans auraient pour requête qu'il soit doublé. En anglais, j'entends bien sûr, par le doubleur original de la série Archer, en anglais aussi, qui s'appelle H.G. Benjamin, je crois. Je crois que c'est ça. Et donc qu'on n'entendrait pas la voix du comédien, mais la voix du comédien de doublage. Et c'est là où j'en viens toujours à l'intérêt de la version française d'Archer. Courez tout de suite, allez vous faire un épisode. La voix est absolument géniale. C'est Adrien Antoine qui l'a fait. On voudrait le saluer, lui rendre hommage, parce que vraiment, il apporte beaucoup de choses au personnage. C'est un autre personnage qu'on a en français. Et voilà, il faut le découvrir de toute urgence. On peut donc passer à l'ordre du jour avec le comparatif de Captain America Civil War et X-Men Apocalypse. Et nous allons commencer avec X-Men Apocalypse de Bryan Singer avec vous, Laurent Dubessé. Ça tourne ? Oui, ça tourne. Bien, ça Super. tourne. Oui, bah écoutez, juste en petit préambule, je vais juste dire que dans tout l'univers Marvel et l'univers super-héros qu'on a en ce moment, je trouve que les X-Men, en règle générale, s'en sortent un peu mieux que tout le monde. Je sais pas si ça tient au réalisateur Bryan Singer qui suit. Ouais, c'est un super. Ça date de la première époque des super-héros qu'on avait les Sam Raimi, les Spider-Man de Sam Raimi, et du coup Bryan Singer qui était dans la même veine. Ouais. Et du coup, on a quand même des réalisateurs. C'est plus les réalisateurs qui tiennent les rênes des projets que des studios comme maintenant, parce que du coup, les X-Men appartiennent toujours à la Fox, et puis c'est toujours un peu le patron et toujours Bryan Singer, même si ça a bien été relancé par Matthew Vaughn là pour le premier, pour le commencement. Mais c'est vrai que du coup, on sent les films sont pas forcément géniaux. Enfin, il y a plein de défauts, mais on sent que c'est tenu par un réalisateur, donc c'est quand même beaucoup plus intéressant. Ouais, non, je trouve que c'est intéressant en plus parce que du coup, Bryan Singer, c'est quand même lui qui a fait le premier X-Men, donc c'est un peu logique qu'il soit toujours aux manettes et qu'il ait le vrai regard sur le truc. C'est d'ailleurs plutôt rigolo parce qu'il efface complètement le 3 qui était une grosse bouse infâme, et dans le dernier film, il glisse une petite phrase à la con de jeunes qui passent en disant de toute façon les troisièmes films c'est toujours les plus ratés dans les trilogies, etc. Bref, du coup, c'est vrai que dans le Days of Future Past, le scénario fait en sorte, avec les voyages dans le temps, que le X-Men 3, qui est d'avant, n'existe plus. Ouais. Ça s'appelle de la chronologie officielle, entre guillemets. C'est bien de se corriger comme ça. C'est plutôt sympa, ouais. En fait, ou de se faire des coups de pute. Du coup, il comprend quoi. Il comprend, il fait ouais, bon, ils ont fait de la merde. Pour resituer un peu tout ça, donc on est 10 ans après, à peu près, on va dire, X-Men des années 80. On découvre un nouveau méchant qui s'appelle Apocalypse, qui est en gros un dieu égyptien, en tout cas un mutant qui date de l'époque égyptienne antique et qui est clairement le mec qui domine le monde.
Donc on lui voue un culte, etc. Et donc régulièrement, toutes les centaines d'années, ou j'en sais rien, il est obligé de changer de corps parce qu'il ne peut pas survivre. Stargate. Il est quand même soumis au corps humain dans lequel il est. Donc là, il a l'air de trouver un gars qui a un peu un corps qui se régénère, etc. Bref, le jour où il fait cette fameuse transmutation, il y a un attentat qui arrive, ils écroulent la pyramide dans laquelle se passe le truc, et le mec est oublié pendant des millénaires, ce qui fait que l'histoire qu'on connaît a pu se développer puisqu'il n'y avait pas ce fameux grand méchant qui dominait le monde entier. Hop, comme par hasard. Petit retournement de situation, finalement on découvre sa tombe, le mec se réveille et décide de redevenir le maître du monde parce qu'il ne comprend pas pourquoi la Terre a évolué dans ce sens-là. Et il essaye de recréer son groupe. Il a les 4 chevaliers de l'Apocalypse et donc du coup il essaye de retrouver des mutants assez forts. Ils développent leur pouvoir d'ailleurs, du coup c'est plutôt intéressant là-dessus. Et il va se retrouver confronté à Magneto, parce que Magneto c'est quand même le mec le plus recherché de la planète Terre, mais il a réussi à faire sa petite vie de famille en Pologne dans la sidérurgie, voilà, tout en cachant ses pouvoirs. Et bref, finalement il va perdre beaucoup de choses, il va redevenir très très méchant, et du coup ça tombe bien parce qu'il rencontre le fameux Apocalypse qui va lui donner un pouvoir de ouf. Alors ce qui est plutôt intéressant, voilà, moi je trouve avec cette nouvelle trilogie des X-Men et que comme un peu ce qu'on avait connu avec Star Wars, c'est que du coup on a eu des événements qui se sont passés après et maintenant les films qu'on voit racontent ce qui s'est passé avant, donc on comprend mieux les relations entre chaque personnage, comment le professeur Xavier et Magneto, qui sont quand même les 2 personnages forts et un peu les maîtres des pouvoirs, les leaders sont connus parce qu'ils ont une vraie amitié forte, etc. Ils se sont scindés parce qu'ils n'ont pas la même vision de l'avenir des mutants. Et voilà, c'est plutôt intéressant là-dessus. Après, le film a ses défauts parce qu'effectivement, il tombe quand même régulièrement dans les clichés basiques. Pourquoi Magneto il revient? Parce qu'il perd sa femme et sa fille. Finalement, il devient super méchant, mais il se rend compte que il risque de tuer ses vrais amis. Et donc, du coup, c'est voilà, en une demi-seconde. Donc, c'est ça qui est dommage, c'est que du coup, il s'est incarné par des acteurs franchement top, quoi. Parce que Michael Fassbender, c'est un acteur qui est honnêtement génial. Là, il a 4 lignes de texte dans ce film-là, mais il incarne vraiment bien son personnage. Je suis un peu moins fan de James McAvoy. Ouais, parce que bon, là encore, il se retient, mais en gros, un plan sur 2 jusqu'à présent dans la nouvelle trilogie, il fait. Mais pourquoi? Il est toujours en train de chialer. Tu te dis putain, ça va là maintenant. Comédien. Donc voilà, on comprend aussi d'ailleurs pourquoi il est chauve, parce que jusqu'à présent il était toujours très chevelu ce monsieur. Donc maintenant on comprend pourquoi il est chauve. Je trouve que bon, c'est quand même une bonne partie de plaisir et ça fait du bien parce que moi je suis quand même plutôt fâché avec les films de super-héros ces derniers temps et je trouve que ceux-là ils amènent une vraie bouffée d'oxygène. Je trouve que voilà, c'est intéressant de vraiment voir ces adolescents qui découvrent leur pouvoir. Petit à petit, il y a même une petite allusion à Wolverine qui vont croiser à un moment, c'est plutôt rigolo. Voilà, ils jouent en plus avec ce qu'attendent les fans et puis une certaine découverte sur certains trucs. Je trouve qu'ils s'en sortent bien. Faudrait pas que ça dure encore des années et des années parce que ça va s'essouffler complètement. Oui, c'est ça ma question parce que normalement la jonction est faite. Là, ils ont fait la jonction avec la première trilogie. Effectivement, on voit les personnages de la première trilogie qui sont jeunes et a priori, il y a rien à mettre entre les deux. Alors, est-ce qu'ils vont faire une nouvelle timeline? C'est la suite. Voilà, ils peuvent faire une autre timeline. Parce que si on s'adresse aux gens qui ne sont pas fans, finalement, la question que je me pose, c'est jusqu'où ça peut aller parce que l'histoire est écrite. De toute façon, on la connaît dans les comics. Comme l'histoire de Star Wars on la connaît même en film maintenant. Donc, les comics, il y a plein de versions différentes, donc ça, peu importe. Il faut bien comprendre, dans les super-héros, on est dans la mythologie, vous pouvez reprendre les mêmes personnages, re-raconter leur enfance, et vous pouvez re-raconter leur enfance. Vous avez vu ça chez Batman, on en a parlé il n'y a pas longtemps, combien de fois on a remis en scène, réinventé l'histoire de Batman, etc. Vous pouvez refaire ça avec les X-Men autant que vous voulez. On est dans de la mythologie, où tant qu'il y a quelque chose à raconter, on peut le raconter. C'est d'ailleurs le défaut, je trouve, de ce film, c'est qu'il raconte rien. C'est qu'on a, c'est le défaut. En fait, moi, le principal défaut, c'est l'histoire en elle-même. Du coup, l'histoire d'Apocalypse qui recrute des méchants avec Oscar Isaac, qui est. Et on a un peu la même dynamique du coup que dans les deux premiers nouveaux qui sont du coup le duel entre Magneto et Xavier. Est-ce qu'un est méchant mais pas vraiment? Du coup, je trouve que c'est un peu redondant de ce côté-là. Et même en termes d'histoire, on arrive au grand duel final. Pour le coup, ça s'essouffle. Franchement, ça s'essouffle. En plus, ça dure 2h25, donc c'est un peu long. Mais après, ce qui est vachement agréable, on va parler après des Captain America qui sont bien en dessous. Mais là, ça tient la route et il y a un vrai univers. C'est vrai que ça passe dans les années 80. On passe du fin fond de la Pologne, milieu de
la sidérurgie dans les usines, on arrive dans le Berlin alternatif, Berlin-Est alternatif. Et on a plein d'univers différents avec un univers, avec un graphisme et un design assez haut en couleur qui fait du bien. Et c'est plutôt agréable dans la gestion de tout cet univers qui est plutôt très agréable, quoi. Et puis il y a des côtés où ils partent complètement dans le comic book avec c'est un peu un remake de la première scène, la scène en slow motion là où il fait pendant 5 minutes sauve tout le monde. C'est la reprise. Oui, c'est la reprise, mais du coup c'est assez agréable. C'est tellement jouissif en fait quand tu la vois. Je trouve que moins que oui, c'est moins, mais il arrive à gérer. Puis à un moment, t'as des vrais moments dramatiques, parce que c'est vrai que le cliché, Magneto se fait tuer sa femme et sa fille, mais c'est une scène qui est assez, je trouve, angoissante, assez dure, et qu'on n'a pas non plus dans les Marvel, vraiment Marvel. Donc du coup, il y a différents univers qui font que ça reste un bon film malgré une histoire assez bateau et puis de la redite au niveau des thèmes, des personnages qui s'affrontent. Non, mais c'est surtout qu'en fait c'est beaucoup moins édulcoré que les Capitaines Américains, etc. où t'as jamais de mort, t'as rien. En fait, on dit qu'il y a quelqu'un qui est mort, mais c'est un mec du public, on s'en fout. Là, les gars, ils tuent des gens, quoi. Le Magneto, quand il décide de buter 5 mecs, il les bute. C'est un peu plus insolent alors. Non, mais c'est que c'est Game of Thrones. Il y a Game of Thrones qui est passé par là, et du coup, il faut qu'il y ait des trucs. C'est quoi le rapport avec Game of Thrones? Le fait que il peut y avoir des morts et que les gentils peuvent mourir. Non, mais je dis ça. Oui, d'accord, il n'y a pas de. C'est une idée comme ça, mais c'est un peu dans l'air du temps que maintenant, on fait depuis les Sopranos, depuis les séries américaines, on peut avoir des personnages principaux auxquels on s'attache, qui ont des côtés hyper noirs, et y compris maintenant, on peut les voir faire des actes dégueux, et quand même, c'est les personnages de Don Draper, de Tony Soprano, de Dexter, et tous ces personnages-là. Je pense que ça influe un peu sur la façon d'écrire aussi les blockbusters et les Marvel. C'est vrai que maintenant que vous me le dites, en fait, MacGyver était quelqu'un de très gentil. Oui. Il avait aucune arme à feu. Aucune arme à feu. C'est vrai, tout avec un couteau suisse. Hein. Oui. Mais il fait des grosses bombes avec son couteau suisse. Quand même. Non, mais il a un mulet. Le mec a réussi à survivre avec un mulet. Je peux prendre la parole, moi? Oui, allez-y. Moi, j'ai trouvé ça nul. Non, formellement c'est très très bien. Bryan Singer est un très bon réalisateur. Effectivement, il y a du gros kiff visuel formel à plein de niveaux, y compris effectivement la scène quand il perd sa femme et machin. La scène au ralenti, oui, elle est bien. Oui, elle est bien, mais c'est une redite en plus. Enfin, c'est vraiment le 2 hollywoodien de base. On va refaire la même chose, mais en plus gros. Il y a plus de moyens. Alors elle est bien apparemment, placée, ils ont mis 6 mois. Ça fonctionne dans l'univers. Après, c'est de la redite. Donc c'est ça. C'est dans vraiment la sensation de spectateur, c'est cool. Au niveau forme, au niveau rythme, ça tient la route, il n'y a pas de souci. Après, je trouve que il n'y a plus d'intérêt, il n'y a pas l'intérêt des X-Men. Moi, le X-Men que j'ai préféré, c'est le commencement, donc le premier de cette nouvelle trilogie, parce qu'il y a tout l'intérêt de qu'est-ce que ça raconte, les X-Men, il y a tout le truc social, de qu'est-ce que c'est que de naître avec une espèce de difformité, qu'est-ce que c'est de se faire accepter par la société. Il y a tous ces thèmes-là dans X-Men qui sont, c'est le principe de la science-fiction, si on veut, d'essayer de transposer pour avoir des vrais thèmes existentiels ou ce genre de choses. C'était très riche là-dedans. Le mec qui fabrique une technologie qui permet de lire dans les pensées, le mec qui maîtrise le métal, c'est pas très intéressant, mais lui, c'était la colère, son pouvoir particulier se déclenche parce qu'il est dans un camp de concentration. Il y avait plein de trucs très très intéressants sur le pourquoi les mutations arrivent. Et là on arrive dans le 3, on apprend qu'en fait les mutations génétiques qui sont censées être l'évolution de l'homme, en fait le premier il était il y a 20 000 ans, donc déjà ça casse tout l'intérêt. C'est pas l'évolution de l'homme, c'est pas l'évolution vu qu'il y en avait un à l'époque des préhistoriques. Alors c'est le fourre-tout mythologique, c'est la Bible, c'est la mythologie égyptienne, on fourre tout dans le même panier. Alors c'est lui qui a bâti les pyramides comme ça en 3 secondes, c'est lui le déluge, c'est lui tout ça. Je trouve ça un peu facile ce genre de truc fourre-tout. En fait voilà, c'est un mec tout vert, que c'est lui Abraham aussi, enfin que c'est lui qui a contraint Abraham. Il y a toutes ces conneries là. Je suis sûr qu'il prend des raccourcis. Moi j'ai pas entendu du tout parler de ça moi, mais le déluge et Abraham, je sais pas. Mais si, bien sûr, mais bien sûr qu'il le dit que c'est lui le déluge aussi. Il dit que c'est lui en fait qui avait tous les pouvoirs, toute l'histoire de la Bible, tous les grands événements, Sodome et Gomorrhe. Ils disent que c'est ce personnage-là. Bien sûr que si, il raconte ça. Ça se passe 2000 ans avant Jésus-Christ. Oui, mais il raconte que c'était lui. Il raconte que c'était lui. Si, il raconte que c'est Apocalypse qui a fait ces choses-là, en fait. D'accord. Voilà. Donc ils font un fourre-tout mythologique qui est. Non, mais ça passe très vite. À un moment, il y a un dialogue où il dit. Parce que c'est vous qui pouvez prendre parti là, quand même. Donc non, je sais, moi, je me rappelle pas de tous ces détails, mais j'oublie très vite les détails. Mais c'est vrai qu'à un moment, il y a un dialogue. Tiens, mais tout ce que vous racontez, ça vient de la Bible, et peut-être que
la Bible vient de moi. Il y a ce dialogue à un moment. Pas tilté du tout Clairement, ils font ça. Clairement, ils font ça. Mais c'est un ressort qui se fait souvent. On pense à Stargate. Après, c'est clair que c'est un film beaucoup plus facile que le commencement qui était. Après, c'était même Matthew Vaughn qui est quand même fait des films assez exceptionnels, qui a vraiment arrivé comme vous disiez à raconter une histoire. relancer. Il y a un intérêt au fait de raconter l'histoire de mutants qui ont des pouvoirs. Et c'est qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte qu'il y a des discriminations et comment on lutte contre les discriminations. Il y a Xavier qui croit en l'humanité et qui dit que l'humanité peut accepter les mutants et donc du coup il va défendre l'humanité, et il y a Magneto qui dit ils vont de toute façon nous discriminer et vouloir nous buter, donc l'humanité, donc les humains sans pouvoir sont nos ennemis. Et dans le commencement on voit comment on peut en arriver à penser à être soit un bourrin terroriste à la Magneto, soit un grand humaniste à la Xavier. Tout ça c'était dans le film, dans un film qui avait aussi beaucoup d'action et beaucoup de forme. Oui, dans une petite ambiance James Bond années 60. Plein de trucs. Il y avait aussi le thème de l'adolescence, etc. Il y a plein de thèmes qui sont abordés qui qui font réfléchir. Là, il y a, en tout cas, ça réfléchit, ça raconte. Là, on a, une espèce de quête d'identité, quoi. Là, on a des mecs qui savent qui ils sont, on a des petits jeunes qui arrivent, mais alors, effectivement, ils découvrent leur pouvoir, mais il y a rien sur la quête d'identité. Il y a juste le mec, il a ses yeux qui brûlent et il découvre qu'il faut qu'il mette des lunettes pour que ses yeux ils brûlent pas. C'est pas très très profond. C'est une grosse scène d'action avec des personnages qu'on connaît et on s'amuse à montrer des pouvoirs différents. Mais ça ne raconte rien. Je trouve que l'intérêt des X-Men, qui est quand même un truc très mythologique actuel, c'est parce que ça nous renvoie nous à plein de questions à nous. Et là, le film-là n'a pas cherché à renvoyer à des questions quoi que ce soit. C'est un gros truc qui est très très bien fait. Je le redis, formellement, c'est un gros plaisir. Mais j'ai plus l'impression de regarder un clip que de regarder un film qui raconte quelque chose. Alors, pardonnez cette question un peu simpliste, mais j'ai l'impression que X-Men en a beaucoup parlé. On polémique un peu dessus, sur le sens, sur l'écriture. Captain America suscite beaucoup moins d'intérêt. Donc, est-ce qu'il est vraiment moins intéressant ou est-ce je pense qu'il y a même plus de gens qui vont voir Captain America que vont voir X-Men. Ouais. C'est que ça fait partie de la. Ouais, c'est Captain America, c'est Captain America, mais c'est quasiment Avengers 3, parce qu'il y a à part Hulk et un autre et Thor, et il y a tout le monde, donc c'est vraiment un nouvel Avengers. Et ça, c'est vraiment c'est vraiment une série sur grand écran. Donc c'est vrai que tous les films fonctionnent, en termes de box-office, ça marche à fond, donc tout le monde va les voir spontanément. Peut-être qu'il y aura un jour une lassitude, on peut l'espérer. Oui, parce en termes que ça vient d'inscription dans une longue histoire. Il y a un problème. Moi, je trouve que j'avais plutôt. Je pensais que j'allais atteindre la saturation avec Avengers 2 l'année dernière. Finalement, j'avais plutôt apprécié, étonnamment. Là, au bout de 5 minutes, je me suis dit, ça me gonfle. C'est qu'en fait, le problème, c'est qu'on est tellement dans une franchise élargie que moi j'ai à peu près tout oublié ce qui se passait avant, et c'est que les films sont dans un perpétuel. Dans les films t'as une espèce de duel, c'est qu'à la fois ils veulent prolonger ce qui s'est passé avant et en même temps annoncer ce qui va se passer après, ce qui fait que dans tous les films maintenant il se passe rien. On est tout le temps en espèce en perpétuelle attente, et puis on a cet univers par rapport aux X-Men, on disait Game of Thrones et compagnie, qui font que là il y a des vrais enjeux dramatiques. Là, la grosse scène d'action qui se passe pendant 45 minutes sur un tarmac à Berlin, où il y a 2 équipes de super-héros qui se tapent dessus. Il n'y a aucun enjeu. En plus, ça se passe dans un univers neutre, un aéroport en termes de graphes pour faire des chorégraphies, c'est pas la meilleure idée. Et là, on sait que les super-héros vont se bastonner, mais que en fait, finalement, c'est l'aéroport de Tempelhof. Ouais, je sais plus. Oui, je crois que c'est ça. Mais du coup, on sait qu'ils sont potes, les super. Donc on sait qu'ils vont pas se faire mal. Il y en a pas un qui va mourir. Même ils se font des petites blagues pendant le combat. Et pourquoi on se tape dessus ? Ah oui, on se tape dessus. Et puis ils se tapent dessus pendant 45 minutes. Ouais. Et au final, tu t'ennuies parce que t'as aucun enjeu. Tu sais qu'il y a personne qui va mourir, ou même personne qui va se faire mal. Et qu'au final, ils vont devenir potes. Si c'est pas à la fin du film, ce sera au début du suivant, et c'est ça le gros problème, c'est que. Pardon Quentin, mais vous qui avez détesté les 2 films, du coup, lequel j'ai pas vu Civil War, j'ai pas voulu y aller. Autant pour moi, j'avais pas compris. Maintenant. Okay. Ça suffit maintenant. Non, parce qu'en plus on a Batman versus Superman, et c'est celui-là, je crois, qui m'a convaincu d'arrêter d'y aller, parce que ça fait 3-4 films que je me dis allez, j'y vais quand même. Et là, Civil War, c'est le premier où je me dis ça y est, j'arrête d'y aller parce que ça me saoule. Mais X-Men, j'ai adoré celui d'avant, et j'ai encore plus adoré celui d'encore avant. Les 3, je suis pas fan moi de la première trilogie. Mais vous avez dit au début, il y a une profusion d'X-Men, mais il y en a 6, et la franchise Civil War, Captain America, il y en a beaucoup plus maintenant. Oui, bien sûr. Ils sont tous annoncés, mais qui sont des films beaucoup plus longs en plus, parce que X-Men, ça date d'un peu avant, il y avait un peu moins d'effets spéciaux, il y avait moins de possibilités, enfin c'était avant Avatar, quoi, en gros, et du coup c'était un petit peu plus intimiste, même si c'était quand même du blockbuster de l'époque, mais c'est pas le même niveau. Destruction porn. Ouais, c'était pas du destruction porn, voilà. Là, le X-Men Apocalypse, c'est un peu ça. Je voudrais
ajouter dans ma critique que Laurent, baissez les yeux tout de suite. Que les personnages qu'on a appris à aimer et auxquels on a donné vraiment une profondeur dans le premier et un peu dans le deuxième. Dans le deuxième, c'est surtout Wolverine qui prend la vedette. Là, ils servent tous à rien parce que il y a Apocalypse qui passe son temps à faire des gros trucs et du coup les autres personnages on les voit très peu et ils servent à rien. Enfin, Magneto qui fait quand même des belles réflexions. Là, il est ridicule, quoi. C'est-à-dire qu'il a une scène dramatique qui est certes très bien faite, qui justifie le fait qu'il est complètement univoque, le mec. Du coup, je vais tous les buter. Je trouve ça un peu facile. C'était plus subtil avant. L'idée qu'il avait de qu'est-ce qu'il faut faire par rapport aux gens qui sont pas mutants était plus subtile. Là, c'était ils m'ont buté ma femme, donc du coup, c'est nul. Et il parle pas effectivement. Et en une demi-seconde, il change d'avis. Et c'est pareil pour les autres. Il y a que Jennifer Lawrence qui est exploitée un petit peu, mais pas au niveau de sa pensée, au niveau de qu'est-ce qu'elle fait, quoi, au niveau de son pouvoir qui est de prendre l'apparence des autres. Je trouve ça vachement C'est uniquement visuel et argument à scène d'action intéressante, mais intéressante que visuellement ou dans l'action que ça propose. Question entre vous deux, puisque vous n'êtes pas d'accord, je voudrais juste savoir comment est-ce que vous avez consommé ces comics, à quel âge, comment vous êtes rentré dedans. Moi, rapidement. Je connais pas les BD. Moi, je connais pas les BD. Ah bah voilà, c'est une info. Non, parce mais que ce que je dis est peut-être inacceptable pour les fans de BD. Non, mais voilà, d'accord. Non, mais c'était juste pour savoir ça. D'accord. Moi, c'était occasionnel en plus parce que du coup, en France, c'était quand même compliqué de trouver des comics facilement. Vous étiez malin. Il y avait la collection Strange qui existait. Vous aurez d'ailleurs le Docteur Strange qui va arriver à un moment. Bref, et ça, c'était un recueil comme tu peux avoir les Super Picsou géants où en fait t'as un gros truc et t'avais plein de comics dedans, donc tu les suis, mais en même temps il y a tellement d'auteurs différents qu'en fait il y a plein de séries différentes qui existent. Quand tu regardes les Batman ou les Iron Man, suivant le dessinateur, il change vraiment l'univers. Mais on trie après. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Dans les journaux de Spirou, moi je. Que la logique commerciale de Marvel, c'est d'avoir des franchises sur des personnages. C'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils disent eux-mêmes. On a des personnages qui sont déposés, qu'on va exploiter. Donc même si on fait mourir, on peut refaire un autre film avec une autre histoire avec le même mec. D'accord. Au plus possible. Laurent, si vous voulez ajouter quelque chose. Non, je disais juste, là, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit sur le rôle de Jennifer Lawrence, qui du coup est mystique dans l'univers X-Men, qui a un personnage pour le coup très très effacé dans les 1, 2, 3. Et qui là prend de l'ampleur parce que justement interprété par une nana qui est un peu en vogue, etc. Donc je pense qu'ils ont voulu aussi faire en sorte qu'elle prenne vraiment son importance. Et du coup, je trouve qu'il y a un côté plutôt intéressant sur la façon dont son image médiatique est, elle, utilisée dans le truc. C'est que du coup, elle est devenue une héroïne pour beaucoup de gamins adolescents qui sont du coup avec un pouvoir bizarre et qui comprennent pas, machin, nanana. Et en fait, elle incarne genre... la nana forte, quoi. En plus, c'est une nana. Enfin, je trouve que du coup, c'est plutôt. Comme dans Hunger Games, bizarrement. Ouais, en même temps, elle fait exactement le même rôle que dans Hunger Games, je pense. Mais voilà, elle s'en sort bien. Je trouve que là, c'est plutôt. Vous êtes un peu médisant là-dessus. Je trouve que c'est plutôt pertinent. Ça marche pas mal. Quoi. Je trouve qu'il fallait faire un 3 et qu'ils n'avaient pas d'idée, alors que le commencement, c'était vraiment. Il y a eu une idée. Si on raconte le début de Magneto et machin, il y a vraiment plein de choses à raconter. Il y a plein de choses qui se passent. Ouais, mais là, du coup, ils font. Non, mais c'est un film plus modeste, tout simplement, dans les ambitions. Après, ça sert à rien. Le plus gros défaut de ce film, c'est de tomber. Ouais. Le plus gros défaut de ce film, c'est de tomber dans le travers du gros méchant, ce que même tous les autres Marvel, Captain America et compagnie ont réussi à éviter jusque-là, ou même dans tous les Marvel, il y a un gros méchant. Au pire, ce qu'ils font, ils en mettent 2, quoi. Au pire, ils en mettent 2 ou 3. Ou alors, ouais, mais même dans je veux dire, Loki, il a ses défauts, il a une petite personnalité, il se prend des tartes dans la gueule. Là, on a vraiment le gros méchant surpuissant qu'il faut tuer. On se croirait dans Dragon Ball, c'est Broly, quoi. Vous allez pas voir, enfin, les prochains Avengers, vous allez voir les méchants. Mais je me doute bien, mais je vous ai dit, j'arrêtais d'y aller maintenant. Ouais, non, mais ça y est, on est tombé dans les travers. À partir du moment où tout a été... Il y a plein de personnages très intéressants, mais à partir du moment où maintenant on les connaît tous, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de l'action. C'en est fini de la franchise X-Men. Nous n'irons plus jamais voir ces films. Mais je vous dis, moi, c'est contrairement à ce que dit Quentin, je pense que les X-Men, c'est les seuls qui, pour l'instant, tirent leur épingle du jeu parce qu'ils sont pas si mauvais que ça. Je trouve que c'est... Non, mais après, je suis méchant par rapport au reste de la trilogie, mais c'est vachement plus intéressant que Batman versus Superman ou Avengers 2. Et ben voilà, comme ça, au moins un petit peu, c'est on mieux hiérarchise les choses. C'est mieux fait, mais surtout formellement. Nous notons ces films si vous le voulez bien. Je voulais juste dire un truc par rapport à... Ah oui, pardon, Louis. Non, à Captain America, parce qu'on en a pas trop parlé. Oui, je sais bien, c'est ce que j'ai essayé de vous demander. Puis... Oui, on va essayer. Non, mais après, c'est vrai que j'ai dit 2-3 mots. Et en fait, c'est ce qui m'a marqué dans les deux films, pour comparer les deux films, c'est dans les deux films, il y a une référence à l'Empire contre-attaque.
et qui montre bien, je trouve, qui symbolise vraiment le prochain épisode de Versus. Non, pas du tout. Donc, il symbolise vraiment la différence d'approche. C'est que dans les X-Men, ça se passe pendant les années 80. Du coup, il y a quelques personnages qui font le mur pour aller voir un film et il s'avère qu'ils vont voir l'Empire contre-attaque et ils en parlent un petit peu. Ça fait une petite scène de transition et qui est assez référentiel mais plutôt agréable parce que ça pose un peu le contexte des années 80, tout ça. Alors que dans Marvel, c'est au plein milieu de la scène de baston. Il y a Ant-Man qui est géant et t'as Spider-Man qui fait « Ah, les gars !» en tournant autour de tout le monde. Vous avez vu l'Empire contre-attaque ? Vous avez vu c'est quoi les... C'est les quadripodes, là. Les quadripodes. Ah, regardez, vous avez vu, je vais faire pareil. Wouhou. Ils se cassent la gueule. Et les deux se servent de la référence, mais de manière complètement différente. L'une pour faire une espèce de blague potage qui te sort complètement de l'action, même si tu n'y étais pas avant vu que c'était nul. Mais disons que ça te sort encore plus de l'action. Et l'autre qui est juste un petit insert comme ça, qui te pose un contexte, qui te pose une ambiance. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment la différence entre les deux films qui est symbolisée dans ces références. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Captain America. Oui, Captain America, en 2 mots. Du coup, on arrive dans l'univers après Avengers 2, où en fait, ils se sont quand même rendus compte qu'ils avaient détruit quasiment un pays entier, donc il y a eu des morts. Donc en fait, Stark est en train de se poser des questions. Il dit ouais, ça va pas, nanana. En parallèle de ça, du coup, l'ONU dit vous êtes gentils les Avengers, mais quand vous faites une action, il y a quand même 200 000 morts autour, donc faut peut-être faire un petit peu attention. Et donc il y a tout un débat qui se crée au milieu de non, à cause de tout le monde. En Mordovie, en Sildavie, en Mordovie. En Mordovie. Et du coup, un débat se pose, savoir s'il faut que les Avengers passent sous le contrôle de l'ONU, c'est-à-dire n'interviennent plus comme entité indépendante et privée, mais comme étant contrôlés par des États indépendants. Du coup, il y a une scission qui se crée au milieu. En plus, Captain America, son grand ami est devenu un grand méchant aussi, mais en fait, il n'est pas vraiment méchant, donc il va essayer de l'aider. Et puis Stark, il comprend pas pourquoi il va l'aider parce que c'est un gros connard. Et bref, du coup, voilà, tout ça part de trucs. Et donc, ça donne l'opportunité de ramener encore des nouveaux super-héros. Donc il y a Black Panther, il y a Spider-Man qui revient sous une 3e forme parce qu'on l'avait pas encore vu comme ça. Qui est complètement ajouté au récit, c'est-à-dire qu'ils ont ils ont eu les droits du personnage, ils ont récupéré les droits au milieu. Je sais pas s'ils avaient commencé le tournage ou fini le scénario, entre deux. Du coup il y a une espèce de. Du coup ils le rajoutent pour la baston finale, mais juste il y a une petite, pour la baston du milieu. Finalement en fait il y a une petite scène qui coupe le récit. Et t'as Tony Stark qui débarque à New York chez Tante May. Hey Spider-Man, je t'ai vu sur YouTube, tu viens avec nous, on va se battre contre d'autres super-héros, tu vas être dans notre équipe. Ok. Et du coup ils arrivent. Et ils vont se bastonner. C'est le rajout total ridicule. C'est quel acteur ça? C'est Tom Holland, qui est un petit mec qui est dans les Amazing Spider-Man. Non, c'est un mec qui a 16 ans, tu vois. Non, il est vraiment tout jeune. Mais il peut être très bien, mais c'est vrai que c'est ridicule au possible. C'est une espèce d'ajout de greffe qui a pas pris quoi. Et voilà, c'est dommage parce que je trouve de toute façon les Captain America par le premier, l'autre était pas terrible et celui-là encore moins bon. Ils sont même en train de défoncer le personnage d'Iron Man qui était plutôt pour moi un mec qui marchait bien quand tu voyais le Iron Man 3 de Shane Black, il était juste ouf. Et là il le défonce. Donc c'est dommage parce que là vraiment ils s'enterrent complètement. Alors c'est bien, ils ont fait un film avec plein de budget et tout, mais tu te fais chier, il y a aucune scène d'action où tu es à fond dedans quoi. Et voilà, tu as en plus des personnages qui ont été créés dans le film d'avant. Genre Pensée là et l'autre une nana qui crée des bulles de protection je sais pas quoi. En fait c'est des personnages qui sont là en train de paraphraser sur ce qui se passe autour, mais t'en branles, tu les connais pas. Il y a aucun aspect dramatique dans ça plombe quoi. Alors tu sais pas si c'est un film entre deux pour dire oui on va annoncer un truc d'après, c'est exactement ce que vous disiez, c'est genre quand même 2h30 non et c'est insupportable. Enfin voilà, non mais ah oui d'accord, donc pour terminer sur un truc genre mais t'as tué ma maman. Les mamans dans les ça ressemble un peu à Batman versus Superman. Exactement, les mamans en ce moment dans les films de super-héros. C'est 10 fois moins bien que Batman versus Superman. Les mecs qui s'engueulent pour rien, alors qu'on sait très bien. Franchement, ils ont chié le truc. Non, Batman versus Superman, au moins il y avait des trucs. Complètement raté, mais il y avait des trucs. On l'avait démonté ce film. Oui, mais bon. Alors là, j'irais vraiment pas voir Civil War. Non, mais c'est pire que. C'est juste. Ils sont. Mais après, oui. Non, mais ils devraient faire. J'ai entendu dire, par contre, j'ai pas vu le film, mais j'ai entendu dire qu'il y avait des nouveaux. Alors pourquoi est-ce qu'ils font pas un film à l'ancienne, comme il y a 10 ans, avec un nouveau personnage? C'est leur nouvelle phase. Du coup, ils installent des personnages, ils vont faire des nouvelles franchises. Moi, je veux bien qu'ils nous fassent un nouveau super-héros. C'est juste maintenant, c'est tous les mêmes. Enfin, on regarde pas une sitcom, on va au cinoche, on va regarder des films de 2 heures. Sauf qu'il n'y a pas Barney, donc c'est chiant. Et même les séquences d'action, honnêtement, sont très mal filmées. C'est-à-dire que quand vous voyez X-Men, au moins il y a des trucs qui sont très laids en 3D sur des trucs, mais en tout cas, tu comprends ce qui se passe. Là, ils utilisent un système de shutter de caméra pour faire style l'image est un peu stroboscopique pour dire il se passe des trucs. Jason Bourne, mais c'est insupportable, tu comprends rien. Si ça se trouve, ils gagnent, ils ne mettent qu'une image sur 3
3 et il gagne en post-prod, Mais en peut-être. temps de En post-prod tout cas, ou en temps de rendu. C'est comme il faut détourer image par image. Du Bah coup, ouais, c'est- je pense que Il c'est gagne ça. 200 crises d'épilepsie, je pense. Bon, bref, Mais ça, ils s'en foutent. Bon, n'y allez pas. d'accord, ouais, donc c'est super. Je propose qu'on commence par noter celui-là, donc Civil Wars. Civil War, je mettrais un 3. Ouais, moi je vais mettre 1. Ah ouais, d'accord, c'est Ouais, à chier. non, je Vous me ne l'avez suis pas dit, vu, non, vous l'avez pas mais- noté, vous Mais je l'ai pas vu, moi. Mais je sais bien, mais vous. Bah, je note pas les films que j'ai pas vus. X-Men, le dernier, Apocalypse, je mettrais un 6,5, 7. Je vais mettre Si, un c'est 5, un 5 et demi. Mhm. Moi, je mets un 4. D'accord. C'est pas si mal, hein, mais il n'y a pas la moyenne. C'est pas passable. Merci, messieurs. Et on se retrouve pour la prochaine pastille. À plus, ciao. Salut! Ciao.